Salut à tous et bienvenue. Si vous découvrez cet univers où chaque rencontre est unique, je suis Corentin Martinat. Et je suis Joy Kirtz. On est les fondateurs de Joyco Event, le projet de notre cœur qui vise à mettre en lumière les entrepreneurs et leur histoire. Aujourd'hui, on reçoit un chef talentueux et vice-champion de France de burgers. Et je vous avoue, je commence à avoir très faim. Mais ce que vous allez découvrir, c'est bien plus que des burgers incroyables. Nous allons plonger aujourd'hui dans son parcours qui pourra peut-être en inspirer plus d'un. Et Corentin, s'il te plaît, pose-moi ça parce que lui, il a gagné la coupe, mais toi, faudrait pas que tu te coupes. Ça part en cheddar là. Allez, c'est parti. Ouais. Guillaume, la bonne franquette Caverac, interview avec Joyco Event. Eh ben, bienvenue à toi, Guillaume. Eh bien, merci. Vraiment très content que tu sois là aujourd'hui avec nous. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais? Donc Guillaume Bescon, 41 ans cette année. Donc chef gérant de la bonne franquette à Caverac, papa d'une petite princesse de 9 ans, d'un beau-fils de 17 ans, vice-champion de France du burger sur 2023 en burger toqué, vice-champion sud-ouest donc du coup du burger chez Socopa. Avant d'être ce chef incroyable, je crois que si je ne me trompe pas, tu as été un peu touche à tout. J'ai une vie de chat, moi. Je suis un chat. Est-ce que tu peux un peu plus nous en dire? Pour revenir un peu sur le départ, j'ai tout fait, maçonnerie, plomberie, mécanique, tout, etc. J'ai un CAP de prothèse dentaire qui m'a jamais servi et qui me servira jamais à rien. J'avais toujours dans cet axe les pompiers. Voilà, moi, je vivais pour être pompier. C'était déjà prévu dès le départ. J'ai mis un pied chez les pompiers qui a duré quand même une dizaine d'années presque, donc pompier volontaire. Et entre-temps, j'ai travaillé en sécurité incendie, sécurité malveillante. J'ai été leader de boîte de nuit, ambulancier privé. J'ai travaillé pour le SMUR et multiples autres métiers avant d'en être là où je suis. J'ai été routier aussi pendant 3 ans en semi-remorque. Ah oui. Voilà. Ouais, donc vraiment le touche à tout, quoi. Et aujourd'hui, je te ferai pas de mécanique ni de plomberie. J'aime pas bricoler. Mais par contre, mets-moi en cuisine, voilà. Là, il y a avec grand plaisir. Rien avant ça en cuisine. Rien. D'accord. Rien. Aucun diplôme, rien du tout. Autodidacte. Rien ne te prédestinait à être chapiste. C'est ça. Et même ma famille se pose encore les questions, comment ça se fait. Même moi, des fois, je me demande. C'est la passion qui a pris le dessus. Donc, plus formé par YouTube, par les bouquins, par les réseaux, par les choses un peu... parce qu'on n'est pas tout seul là-haut. Mais je suis le chef, donc c'est le principal. Et du coup, les pompiers, tu as commencé, tu avais quel âge? J'avais 17 ans. C'est jeune, 17 ans. 17 ans, ouais. Moi, c'était vraiment ce que je voulais faire. Il y avait les JSP, les jeunes sapeurs-pompiers sur le Blémard. Je te cache pas que j'ai pas bac plus 12. À l'école, j'étais très très mauvais. Donc ça n'a jamais rien empêché c'est pas mon délire. dans la réussite. Donc en fait, j'ai pas été accepté sur le Blémard vu mes positions de notes intellectuelles. Et donc après, voilà, je suis rentré à Vergès dans une époque de ma vie aussi où, comme je te dis, j'étais un peu entre l'adolescent vertébré qui savait pas trop où il allait, voilà, exactement, tu as trouvé le mot, rebelle. Donc j'étais parti de chez mes parents à cette époque-là. À 17 ans? Ouais, je m'entendais avec personne. Et puis en avant, chez les pompiers, voilà, j'avais trouvé ma voie, entre guillemets. Et ça a duré à peu près une dizaine d'années. Et puis après, bon, il a fait que ça s'est arrêté et que j'ai cherché une autre voie qui a fait que de fil en aiguille, ça m'a emmené directement sur les ambulances dès le départ. Comme je disais, j'ai travaillé au SMUR aussi sur Nîmes. Après, j'étais en sécurité incendie aussi sur la Source Paris à Vergès. Mm-hmm. Et puis un jour, j'ai décidé de partir rouler, voilà, tout seul dans mon camion, pas de chef, personne pour m'embêter. Et je suis parti rouler en semi-remorque pendant 3 ans. J'ai fait du Vendargue-Lyon, Vendargue-Paris. Mais tu restais en national? Ouais, en national, pas, je n'ai pas fait de... Et puis un jour, j'ai eu un accident qui a failli me coûter la vie. Et j'allais être papa. Donc là, j'ai dit, on va tirer le frein à main, on va poser le camion et on va rentrer sagement à la maison et on va avoir
les projets futurs. Donc, avec mon patron, ça s'est très très bien passé. C'était le fait d'être en sécurité via ma petite fille qui allait arriver, quoi. Pas non plus me mettre Ça change. en danger quand on devient papa. On a un cerveau d'un coup, tu sais. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Oui. Voilà. Donc bon, on réfléchit. Voilà. Et donc du coup, j'ai décidé d'arrêter. Et parce que j'avais déjà ce côté cuisine depuis longtemps et j'avais déjà le truc de me dire je vais monter un food truck parce que tout le monde me disait mais monte un restaurant, mais qu'est-ce que tu attends? Donc, les copains, quand on allait manger chez Guillaume, on savait qu'on allait être bien reçu et bien mangé. Tout le monde me disait ouvre un restaurant, fais de la brasserie, fais des plats parce que moi j'ai fait des créations de plats qui n'existent nulle part ailleurs que chez moi et du coup c'était le play boom un petit peu quand je commençais à regarder le soir le burger sur les États-Unis, le Canada. Ça commençait un petit peu à arriver en France, mais vraiment Paris, sur le côté gare, tout ça, il n'y avait rien. J'ai commencé un petit peu à faire mes recherches, tout ça. Et puis après, de fil en aiguille, je me suis monté et j'ai été un des premiers food truck burger dans le département du Gard. Moi, j'ai une question qui me vient en tête. Tu parles beaucoup, bon, il y a eu la période pompier, il y a eu la période ambulancier. Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce corps de métier-là et qu'est-ce que tu en as retenu du coup de cette période-là? On a tous envie d'être pompier, policier. J'ai été jeune sapeur-pompier. Donc, t'as toujours ce côté à te dire qu'est-ce que je vais faire. Mais c'est vrai que quand tu reviens, et je pourrais le faire dire par mes propres parents, hein, si vous m'entendez, papa, maman, tu ne devineras jamais le premier métier que je voulais faire quand j'étais petit. Vas-y. Je voulais être curé. Ok. Je te promets que c'est vrai. Ça, c'est atypique. Je passais toutes mes vacances scolaires en fait en Bretagne chez mes grands-parents. Et en Bretagne, à l'époque, je te parle de ça, le dimanche, on se lève, on va à la messe. Et après, on va nettoyer, fleurir les tombes de la famille, hein, ce qui est très respectueux. Et moi, j'avais pris plaisir à ça. Et c'est vrai que quand je voyais le curé sortir les grands mots, et je me rappelle un jour avoir dit à ma grand-mère, mais un jour, je serai curé. Hein. Et quand je suis rentré, j'ai dit à mes parents, je veux être curé. Bon, 2 jours après, j'avais oublié. Hein. Revenu aux pompiers. Voilà, mais bon, c'est pour la petite histoire. Mais après, pour le côté pompier, non, après, c'était le côté, voilà, côté camion rouge, voilà, éteindre le feu, le héros, la tenue, enfin, la prestance. Et puis aussi, toujours, j'ai toujours été comme ça. Moi, j'ai toujours fait ma jeunesse à aller vers les gens, à aller vers les autres, à aider celui qui avait un problème ou quoi que ce soit. J'ai toujours été comme ça, donc c'est ce qui m'a attiré aussi. Et c'est ce qui m'a valu quand même d'avoir été, d'après mes sources, un très bon pompier pendant mes années de sapeur-pompier. Voilà. Et qu'est-ce que tu en as tiré? Mais quand tu sauves des vies, entre guillemets, ou que tu vas arriver à éteindre un feu qui prend de l'ampleur, ou je cacherai d'autres termes qui m'ont valu aussi beaucoup de peine, parce que forcément, tu croises pas que la vie, tu croises aussi la mort, et que ça soit chez l'adulte ou chez l'enfant, malheureusement. J'ai des souvenirs d'inondation à Sommières en 2002, si mes souvenirs sont bons. Enfin, ça a été macabre, quoi. Donc là, tu te dis, ok, quoi, on n'est pas, c'est pas les anges à Dallas, quoi. T'arrives à prendre du recul. C'est la réalité. Là, on rigole pas. Là, c'est pas un film. Hein. Donc là, tu te dis, ok, c'est ça la vie, quoi. On est tous nés et on va tous mourir, quoi qu'il en soit, un jour ou l'autre. Donc, quand, le plus tard possible, je l'espère. Mais là, ouais, là, tu réalises quand même qu'il y en a qui ont de la chance dans leur malheur, mais il y en a qui n'ont pas de chance. Et forcément, on est l'acteur de ce film-là. On a participé à ce truc-là. Donc, c'est pour ça qu'après, on commence un peu à réfléchir. Et on se met un peu en retrait. Et des fois, ça fait du bien aussi de se remettre en question et de réfléchir sur la vie ou sur des petits détails qui créeraient des disputes ou des choses comme ça. Te dire, oh, attends, tu sais où j'étais, moi hier, est-ce que j'ai fait? Tu vois? Donc, on va... Donc ça a un peu calmé ce côté un peu rebelle. Ça a calmé mes ardeurs, ouais. C'est ça, exactement. À partir de quel âge tu as commencé à te passionner de la cuisine? C'est mes grands-parents de Bretagne. D'accord. Bon, maman cuisinait très bien, maman, si tu me regardes. Mais la mousseline, tu sais, l'époque, tu sais, moi, mon père, il était civil militaire. Ma mère était mère au foyer, 4 enfants à élever. Voilà, on rentre de l'école, la rapidité, le midi, il faut repartir, on a purée mousseline, bam, bam. Et puis moi, j'aimais pas ça, je détestais ça. Et un jour, ma grand-mère en Bretagne, elle me dit, non, non, mais c'est pas la purée de ta mère, c'est la purée de pommes de terre. Un vrai écrasé de pommes de terre. Du coup, je me suis régalé. Je me rappelle encore de ce souvenir où je goûte ça.
Et je me dis, ouais, on n'est pas dans la mousseline, là, tu vois. Et partir en vélo après le repas avec mon grand-père, ramasser des murs, rentrer. Ma grand-mère faisait des tartes aux murs. Bon, sans te parler, la Bretagne, c'est le pays de la cochonaille. Donc, le voisin de mon grand-père faisait son propre pâté, sa rillette dans la cave. Enfin, moi, j'ai vu tout ça, tu vois. Donc, et puis, ben, je sens ton estomac. Voilà, voilà, t'as ce petit goût de reviens-y qui fait que, alors au début, le fait maison. J'ai jamais eu, c'est venu après, tu vois, j'ai jamais eu le truc de me dire, je serai cuisinier. Je me suis cherché toute ma vie, parce que je me suis mis dans la cuisine inopinément. Comme je dis, j'ai aucun diplôme, j'ai rien du tout, moi. Et c'est une passion qui m'a pris, et puis, ah ben tiens, demain, je ferai bien ça, tiens, j'ai envie de manger ça. Dire à ma femme, à mes parents, à mes amis, tiens, vous venez à la maison, qu'est-ce que vous voulez manger, je vous fais un petit truc. Ou tiens, j'ai créé un truc, venez goûter, mais ça m'est jamais venu à l'idée de me dire, j'en ferai mon métier. Parce que faire à manger pour les amis ou la famille, aller à 5-6 personnes, voire sur une soirée ou sur une journée à 150 personnes, c'est pas pareil, tu vois. Oui. Et puis, t'as l'amour de la cuisine. Moi, j'ai l'amour de la passion bien faite. C'est pas la même chose de faire un repas par passion. Voilà. Pour les amis à la maison et tout ça, et après de passer le cap et de se dire, bon, je sais que j'en suis capable, mais il y a quand même un peu de peur derrière, c'est pas rien. C'est ça, mais je ferai quand même la chose comme à la maison. Comme à la maison et à mon goût, et même pour les clients, je cuisinerai jamais quelque chose que j'aime pas. Dans la cuisine, il faut être égoïste et se dire, tu sais, des fois, non, moi, j'aime pas, je le ferai pas. Même si ça peut faire plaisir aux gens, moi, j'aime pas, je fais pas. Je vais gérer ce que je sais faire, ce que j'aime, parce que je vais avoir les goûts qui vont arriver, ou comme on en parlait encore hier sur Prestation, où aujourd'hui, j'arrive à créer des burgers où, en fait, j'ai même pas besoin de les goûter. Dans ma tête, boum, ça pète. Et puis, t'as les goûts et les couleurs sur les papilles, machin, ça va matcher, ça va matcher. Et puis, tu te dis, bon, ben voilà, je vais acheter les produits et on va faire la vidéo du burger, comme on fait toutes les semaines. Et on fait la vidéo du burger, on coupe en deux, on goûte. Ah ouais, c'était sûr. Et puis derrière, bon, ben après, voilà. Maintenant, est-ce que les clients vont aimer? Bon, en principe, ça passe aussi, mais bon, les goûts, les couleurs, hein, tu peux pas plaire à tout le monde, quoi. 2010, tu m'as parlé que tu avais perdu quelqu'un de très cher. Mon grand-père paternel qui a été, je peux même pas définir le mot, quoi. Tu vois, c'est, j'ai mon père, j'ai mon grand-père, mais je calerai pas le niveau, tu vois. C'est une personne qui a toujours été là pour moi et qui, d'après certaines personnes, est toujours là pour moi. Il y a quelques années, j'aurais même pas pu dire son prénom sans chialer, quoi. D'accord. Voilà. Un grand homme, c'est le patriarche de la famille, quoi. C'est quelqu'un qui est issu de la DAS, déjà qui est parti de famille en famille, et qui a réussi à se débrouiller tout seul comme un grand garçon. Voilà. Voilà. Qui est rentré chez les Marines à 17 ans, mentant sur son âge. Par la suite, s'est engagé en gendarmerie. Donc voilà, a fait Maroc, Algérie, Tunisie, fait toutes les guerres possibles et imaginables. Voilà, qui a rencontré ma grand-mère par la suite, avec qui, bon, ils ont eu trois grands garçons, 3 grands gaillards. Tes grands-parents de Bretagne? Mes grands-parents de Bretagne. Et qui est né tout seul et qui est décédé, peu cher tout seul, suite à une erreur médicale. Et ça, j'en veux beaucoup à la médecine. Il avait des douleurs, en fait, sur le bas-côté. Et en fait, il avait des caillots, simplement dans la vésicule biliaire. Donc, on allait voir son médecin, 84 ans. Auguste, 84 ans, il marche, il fait du vélo, il vit comme toi et moi. Il est solide. Ancien retraité de gendarmerie, il est très solide. Alors quand tu vas voir son médecin, on lui dit, ben non, c'est des douleurs de vieillesse, quoi. Voilà. Donc, diagnostic le plus simple à poser, quoi. Voilà. Dans les semaines qui ont suivi, les douleurs, les ci, les mi. Et c'est là où je te dis qu'en fait, ouais, je regrette peut-être de ne pas être monté avant. Parce que lui, il a senti ça. Je pense qu'il l'a senti parce qu'en fait, il nous a tous appelés, un après l'autre, en fait, pour savoir si tout allait bien dans nos vies, si on était bien, financièrement, le travail, etc., que tout se passait bien, qu'il n'y avait pas de soucis. Donc, il savait, et je pense qu'avant de se dire, bon, je me laisse dans la cave, après on a retrouvé un petit livre avec des détails un petit peu, voilà, j'ai perdu tant de poids, la douleur s'intensifie, un peu plus aiguë, machin, donc il savait. Il était tout seul. Mais lui, je pense qu'il a vécu solitairement, et puis après, c'est quelqu'un qui était tellement fort qu'il voulait pas montrer, peut-être, et il voulait protéger tout le monde, bien sûr. Donc après, par la suite, du moment où nous, on a su que ça allait vraiment plus, ça a été réglé en une semaine, quoi. C'était très, très vite.
Donc très brutal. Et, et ouais, les regrets que je peux avoir sur ma vie, c'est pour ça que je dis profitez des siens, profitez des vôtres, profitez de la famille, surtout des grands-parents, etc. Faites au maximum, évitez les disputes pour des petites broutilles qui servent à rien. C'est pas avoir une famille soudée. Donc c'est sûr on n'est pas tous chez les Ingalls, on fait pas tous des tartes aux pommes non plus. Hein. Mais essayez d'avoir quand même le maximum de fraternité parce que après ça fait mal, quoi. Moi, je passe du gamin qui a vécu toutes ses vacances scolaires en Bretagne, qui a toujours badé mon grand-père, et qui, aujourd'hui, quand t'as le gamin de 15 ans et qu'on te dit, ah ben tiens, tu viens en Bretagne cette année, et puis 15 ans, t'as la première petite copine, machin, ah ben non, parce que là, il y a les copains. Ouais, c'est compréhensible. Oui. Sur le moment, sur le fait, il n'y a pas de souci. Mais après, il faut quand même essayer de revenir et pas oublier ceux qui vous ont donné, élevé, ouvert les bras et fait le maximum pour vous. Voilà, et moi, c'est ce que je regrette de ne pas avoir fait. Voilà. Et le fait qu'il m'ait appelé, et quand tu recolles un peu tous les morceaux, tu te dis, et ça m'a fait très mal. C'est pour ça que maintenant, j'essaie de monter le plus souvent possible en Bretagne pour aller, parce que ma grand-mère aussi, du coup, est décédée. Elle est morte dans mes bras, du coup, à la maison de retraite de Vergès. Ouais. Donc, c'est pour ça que j'essaie de monter le maximum possible du coup maintenant en Bretagne. J'ai des projets aussi peut-être sur la Bretagne. Tu as dit tout à l'heure que pour certaines personnes, il était toujours là. Oui, bien sûr. Est-ce que sa mémoire aujourd'hui continue toujours à t'influencer mais tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Il est tatoué sur mon corps. Tous les jours, il est dans ma tête. Tous les jours, il est avec moi. Il n'y a pas un jour où je pense pas à lui. Tout ce que je fais, il est là. Ma petite sœur qui est un peu dans le monde de cartomancie, tu sais, tire les cartes, tout ça. Elle me dit, il est là. Elle me dit, et les deux, les grands-parents, les deux, papy et mamie, te protègent et sont au-dessus de toi, quoi. Elle me dit, on les voit à chaque tirage de cartes, ils sont là. Donc voilà, donc c'est ce qui fait plaisir en plus. Et ça donne la force. Ça donne la force, ouais. Donc qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, mais des fois, il se passe des choses bizarres chez moi. Il y en a qui y croient, il y en a qui y croient pas, mais ouais, et je sais que c'est eux. Ton premier food truck, je crois que c'était en 2017. C'est ça, 1er mai 2017, jour de la fête du travail. Du coup, c'est quoi qui t'a poussé à ouvrir ce premier food truck? C'est mon chemin que j'ai jamais eu confiance en moi. Tu vois. Donc, il fallait quand même que j'arrive à trouver une stabilité. Bon, suite à cet accident, du coup, avec le semi-remorque, je me dis, je vais monter le food truck, contacter les entreprises, machin, faire de la pub, trouver le camion, le carrossier, appeler les mairies, trouver des endroits où me caler. Donc ça a été un peu costaud, donc forcément tu passes par plein d'embûches, et puis tu arrives. Donc petit à petit, nous on fait les recettes à la maison, on teste, on goûte, on machin, on fait la carte, et boum, et ça y est, bon, projet lancé. On ouvre le 1er mai, je crois que le 1er mai, petit camion que j'avais, je crois qu'on lance une centaine de burgers, qu'on était vraiment à rupture de stock, on est plus que prévu. C'est top, ça a marché, quoi. Tu avais fait de la pub avant ça? J'avais fait un mois de pub, je m'étais lancé sur les réseaux, j'étais un peu pareil, hein. J'arrivais sur les réseaux, moi, tu vois. J'arrive à trouver un emplacement en bas de l'Anglade, me caler toute la semaine. Sur cette nation-là, il y a 40 000 véhicules jour qui passent. Donc je me dis, ok, ouais. Midi, soir, on sait qu'on va toucher du monde. Ça commence à accrocher, la pub sur les réseaux, et puis de fil en aiguille, boum, 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 le camion est devenu trop petit. Et puis, du coup, il y a eu le bungalow qui a été à vendre quelques temps après. J'ai dit, allez hop, c'est bon, en avant, on prend, quoi. Et puis là, c'est pareil, du coup, bon, on triple le chiffre d'affaires, les Coupes de France arrivent, on fait les premières Coupes de France où on échoue, hein, complet, hein, finit 15e France, on est quand même finaliste, c'est déjà bien. Mais le petit souci du détail, tu sais, on rentre, on n'a pas de titre, on n'a rien. C'est pour ça qu'après, tu sais, de fil en aiguille, tu essaies de te caler, de te calibrer, de te mettre avec les bonnes personnes, de fonctionner avec des gens qui ont envie de travailler, et pas des gens qui te font du tout et du n'importe quoi. Moi, j'ai un retour de Coupe de France où le MOF, quoi, bleu, blanc, rouge, hein, boulangerie, il me dit, mais ton pain, il est pas levé, là. Il est pas bon, ton pain. Je me vois rentrer sur l'autoroute en voiture, appeler mon boulanger et lui dire, mais oh, mec, ton pain, il est pas levé. Et le mec, il te dit, je m'en doutais. Ah oui. Non, mais où on vit, hein, et après, on va te dire, ouais, mais Guillaume, il est trop perfectionniste. Mais je fais pas le concours des moules des Sainte-Marie de la Mer, tu vois. On part à championnat de France du burger à Paris, il se copa.
un boulanger, deux boulangers, trois boulangers. Après, tu rencontres des gens sur les championnats, les machins, puis après on te dit, mais moi j'étais un boulanger, j'ai monté carrément une usine où je fais que du pain bun pour les burgers et pour les hot dogs et pour les baguettes. C'est toujours la même cuisson, c'est la même marque, fait, on a toujours cette belle empathie. On travaille avec d'autres personnes des fois pour les burgers de la semaine. Mais sinon, j'ai ma marque sur ma boulangerie principale, donc la maison du bun, qui est très connue dans le monde du burger aussi. Après, sur le bœuf, on est sur les halles de l'Avronage, bœuf d'Aubrac, qualité irréprochable. Et après, bon, après tout le reste, ben voilà, c'est maison. Et moi, je me lève le matin, je te jure, j'ai pas l'impression d'aller travailler, quoi. Qu'est-ce que tu réponds aux personnes qui disent « Ah, mais ça, c'est une phrase, tout le monde sort ça ». Ben moi, j'ai envie de te répondre que le mec qui va me sortir cette phrase, c'est tout le monde qui sort ça. Mec, c'est toi qui vas travailler en marche arrière, c'est pas moi. Parce que je peux te jurer que le matin, je me lève et j'ai la banane et je vais retrouver mon équipe. C'est plus la passion aujourd'hui. La passion, bien sûr, bien sûr. Qui te porte plus que le business en soi. On t'aurait proposé un business alors que tu n'aurais pas... Ah, tu m'aurais proposé d'être, je sais pas moi... mécano. Donne-moi 10 000 balles pour aller mettre mes mains dans le cambouis, ça m'intéresse pas. Non, non, moi c'est la cuisine. Et je te jure qu'au jour d'aujourd'hui, même mes parents m'ont dit, mais si on avait su, on t'aurait mis dans la cuisine. Ouais, mais tu pouvais pas savoir. Parce que peut-être qu'à l'époque, tu m'aurais mis dans la cuisine et ça m'aurait pas plu, parce que je serais tombé sur des gens qui m'ont déplu. Pourquoi j'ai pas continué en prothèse dentaire? Parce que j'avais un patron alcoolique qui défonçait tout le matériel quand il rentrait à 14 heures du restaurant d'en face. Et il m'a dégoûté, mais complet. Tu vois, moi, je préfère que mes maîtres de stage aient été... mon grand-père cuisinait pas trop, mais on allait ramasser la cueillette, machin. Ma grand-mère cuisinait beaucoup, donc j'étais aussi à côté. Mon père cuisinait beaucoup. On est quand même une famille de cuistots, mais sans être dans le métier. Qui t'explique le fait maison. Mais on est sur du bon produit. Ma mère, elle n'achetait pas les soupes. C'était du fait maison. Le garage du voisin de mon grand-père, je vois aller tuer le cochon, faire du cochon de lait à la broche, des choses qui existent quasiment plus aujourd'hui. Tu ne retrouveras pas ça. Aujourd'hui, c'est interdit. Moi, j'ai vécu les dernières bonnes époques, quoi. Maintenant, ça s'est terminé. Et c'est ce qui est dommage, au final, parce que bon, on préfère te vendre, excuse-moi du terme, c'est de la... Hein, alors, la viande, on va te dire, ouais, charolais, français, non, ça y est, tu lui as donné de l'herbe française, elle était élevée en Tchécoslovaquie. Le truc, il a des additifs que même moi, je te jure, c'est même avec un bâton, je mettrais pas dedans. Faites attention à vos enfants, ça devient dangereux. Moi, chez moi, le seul surgelé que tu trouveras, et ça c'est pareil, c'est une autre histoire, on pourrait en parler pendant longtemps, c'est du légume. Parce que pour moi, le légume, quand il est surgelé, il est arrêté sur sa maturité, on garde les vitamines, etc., etc., quoi. Et puis avec les cancers, tout qui arrive à se développer par la bouffe, il y en a qui n'arrivent pas à le comprendre. Mais après, ouais, ça peut paraître bizarre, mais ouais, tu peux choper un cancer rien qu'en mangeant de l'industriel, hein, en bouffant des boîtes de conserve toute l'année. Pareil, sur la viande, ouais, ils bombardent d'arômes. Et aujourd'hui, en Chine, ils piquent les poulets à la flotte pour les faire grossir. C'est tout ça pour gagner quelques pauvres euros. Enfin, on est sur une industrie qui, pour moi, développe limite presque avec les industries pharmaceutiques au final. C'est le même principe en fait. Tu vas prendre un cachet, mais on va t'enfiler un autre pour pas avoir les effets indésirables de l'autre, etc., etc. On est dans enfin, c'est le nouveau monde. Le problème aujourd'hui, c'est la grande distribution. Avant, tu n'avais pas tous ces magasins où en fait, tu arrives, on te pose dedans, boum, avec ton caddie. Tu sais, toi, t'as pas le temps. Parce que c'est la vie d'aujourd'hui. L'homme travaille, la femme travaille, les enfants sont à l'école. La cantine le midi, on récupère à 16 heures, on a 1 heure pour faire les cours. Tu arrives dans un endroit où il y a tout. Parce que c'est trop long de prendre le temps d'aller chez le boucher, chez le maraîcher, d'aller chercher tes œufs, ton lait. Tellement, ouais, tellement gratifiant en fait. On va se promener. Moi, je sais que je partais en vacances, pas très loin, à Fréjus avec mes enfants, mais j'adorais le matin en fait me lever et me dire on va aller chez le primeur, on va aller là chercher la viande, on va aller là chercher le poisson, plutôt que d'aller faire les courses dans un grand magasin. Et j'appréciais tellement ça. De quoi? On va s'arrêter à la cave, prendre du rouge. Ouais, après, tu connais pas la provenance des produits et tout, c'est compliqué, quoi. Donc, c'est bien quand tu sais où tu vas, quoi. Et d'essayer de prendre le temps. Je sais que c'est facile à dire. On va me dire, ouais, mais toi, tu es dans la cuisine, toi, tu travailles en coupé, mais forcément, tu vas dans les magasins qu'il faut pour. J'avoue. Et j'ai cette chance-là de pouvoir travailler avec des producteurs qui me servent autant bien pour le côté professionnel que personnel. Voilà, si je pouvais tous vous faire à manger, je vous ferais tous à manger avec plaisir. Il y a une période que tout le monde parle aujourd'hui, c'est le Covid. Oui, par le Covid, ouais.
Très compliqué le Covid. Comment t'as pu t'en sortir? Qu'est-ce que tu as mis en place aujourd'hui pendant le Covid? Moi, j'ai été choqué déjà d'entrer dans le temps qu'il fallait qu'on ferme tous. Parce qu'il y avait un pangolin qui machin, je sais pas quoi. J'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? Il rigole, quoi, tu vois. Puis moi, j'ai voulu faire le Warrior, c'est bon, je ferme pas, moi. Et puis, bon, ouais, t'as vu, lui, il veut pas fermer. Bon, allez, c'est bon. Allez, on ferme. Et, pareil, coup du ciel, j'étais sur les réseaux et je vois, alors c'est pas un appel d'offres, c'est plus un appel au secours, d'infirmiers et d'infirmières de Carremo, les cantines sont fermées, on n'a pas le temps de rentrer chez nous. Des fois, on rentre juste pour dormir 1 heure pour revenir, on n'a pas le temps de faire à manger, machin. Petit défi, bouge pas, j'appelle mon boulanger, le boucher. Donc il y a des gens qui m'ont carrément refoulé, des magasins du coin. Moi, j'appelle et j'ai dit, écoute, il y a ça, moi je suis chaud, je cuisine, mais il me faut juste les produits gratos. D'accord. Voilà. Donc, le boulanger de l'époque, écoute Guillaume, il n'y a pas de problème, on va t'envoyer des baguettes, pain au chocolat, machin, tout ce qu'il faut. Je vois que le boucher, tu viens, tu te sers, tout est réglé, tu prends tout ce que tu veux. Je vais chez mon primeur, c'est pareil, je vais à Métro, Nîmes, on me donne tout ce qu'il faut, les emballages, tiens, cadeau, te donne. Et là, je pars en cacahuète, là, j'ai dit, vas-y, maintenant, on va livrer tout le monde. Et là, j'arrive, je livre 300 repas tous les 2 jours sur Carremo. Je travaille avec mes enfants à l'époque, on est dans le labo, et on envoie boum, en barquette, et on fait de tout. Et j'appelle Carremo, je dis, on est prêt, on va vous livrer. Donc, du coup, on part pour livrer sur Carremo. Et ça commence un peu à faire le tour de Nîmes. Sauf que du coup, je reçois un coup de téléphone de Kennedy, de la PGS. Je te jure. On a faim. Ouais, on a faim. Mais c'est ça, je te jure que c'est vrai. Alors bon, on fait un peu pour les uns, pour faire aussi pour les autres et tout. C'était comique, mais on est arrivé à subvenir aux besoins du corps médical du département du Gard, enfin, sur le côté nîmois, le bassin nîmois. Mais non, ça a été et puis moi, ça m'a permis de sortir pendant que les autres, ils étaient enfermés chez eux. Oui, Une belle psychologiquement aussi. Ouais. Donc, et puis après, sur la réouverture, on pouvait réouvrir, mais donc les gens pouvaient plus se déplacer, donc il a fallu mettre en place de la livraison. Donc c'est pareil, on a mis en place la livraison, c'était dur, c'était compliqué. Gérer ça, parce que moi, je suis anti-livraison. Puis j'aime parler avec les gens. Voilà, sinon, je ferme tout et je fais que de la livraison, tu vois. Oui. Et puis, tu as le contact avec les gens. Le mec, qui vient, on prend, on discute, on boit un coup, même sans qu'il paye une bière. Moi, je vais lui payer une bière, on va boire un coup. Il va prendre 5 minutes, on voit les copains, puis de fil en aiguille, tu crées quelque chose avec ta clientèle. Voilà. Moi, j'ai 10 places assises. Donc, j'ai pas une salle de restaurant avec 50 places. Donc, c'est pour ça que je préfère que les gens viennent à moi, on discute, tout se passe bien. Des idées, tu vois, on fait des jeux concours, on fait plein de choses. C'est le fait d'avoir ce contact avec les gens qui est cool, quoi. Mais par rapport au Covid, donc, je te dis, ouais, on a réussi à mettre la livraison en place et ça a bien marché et c'était cool parce qu'il y a même des gens qui nous ont remerciés de réouvrir parce que il y en a qui ont pris les aides de l'État et qui sont restés fermés. Après, tout à chacun de faire son choix. Je dénigre pas, loin de là. Mais bon, moi, comme je pouvais pas rester chez moi. Moi, il faut que je bosse, il faut que je sois actif, quoi. Alors après, il y en a qui vont dire, il fait ça pour la pub. Non, je fais pas ça pour la pub parce que honnêtement, j'ai pas besoin de faire ça pour la pub. Il y a eu un seul article qu'on est arrivé à retrouver qui a été fait pour tout ce que tu as fait. Voilà. Mais là, quand tu en parles, ben moi, je me dis, mais pourquoi il n'y a pas eu plus que ça? Ouais, mais moi, parce que faut s'imaginer, pour ceux qui nous écoutent, fait Carremo, je crois que j'en ai discuté encore hier ou avant-hier, mais je crois qu'ils sont 5-6 000. Ouais, à peu près. Et plus, après Kennedy, plus Polyclinique. Au début, on envoyait du plat par personne. Après, j'ai arrêté, j'ai envoyé de la gamelle, tu sais, du plat familial. On faisait des couscous, des lasagnes, cassoulet, tous les jours. On envoyait plus de 300 repas tous les 2-3 jours. On essayait de faire le max. En plus, donc, via le boulanger, du pain. Oui, parce qu'après, il y avait aussi l'élan de tout le monde. De la viennoiserie. On prenait des gâteaux. Après, il y avait toujours, tu sais, des nouilles instantanées. Tu sais, donc, j'envoyais moi, je créais plus de 300 repas. Mais il y avait à côté les inventaires. J'en livrais presque 1000, quoi. Ok. Par rapport à tout ce cocon que j'avais réussi à créer pour donner au maximum aux soignants, bénévolement, bien sûr, attention. Et j'ai précisé aussi que des clients de la Bonne Franquette venaient me donner aussi des denrées de premier
Donc du riz, des pâtes, de la farine, des choses comme ça, pour que je puisse, moi, créer aussi derrière. Oui, ça a pu te ramener du monde, mais t'as pas fait ça pour... Moi, j'ai pas fait ça pour la pub. Et la preuve qu'en est, c'est qu'il n'y a pas eu... Non, j'ai pas besoin de ça pour ça. Tu vois ce que je veux dire? Après, moi, je l'ai fait bénévolement, mais comme on en revient à tout à l'heure, on vit aujourd'hui dans un monde où quand toi, tu veux faire quelque chose de bien, ben forcément, c'est pour le buzz. Moi, il y a eu des publications qui ont été faites avec les soignants. C'est même pas moi qui ai pris les photos, tu vois. J'ai été mentionné, ça a été redistribué, et basta. Et ça fait plaisir, et ça fait chaud au cœur. Moi, le partage, c'est ce qu'on m'a inculqué. Et ce qu'on m'a appris. Sinon, je serais pas en cuisine. La cuisine, c'est le partage, c'est la base. Tu devais avoir un gros projet qui devait se monter. Ouais, j'avais plusieurs projets, c'est vrai. Ouais. J'avais plusieurs projets. Ouais. Un projet avec un de tes employés. Un de mes employés qui a fait un peu n'importe quoi, ouais. Comment ça s'est passé? Pour faire vite, en fait, donc on parle bien de Thibaut, qui travaillait avec moi depuis quasiment 7 ans, qui était devenu la famille. Quelqu'un qui arrive inopinément, avec qui s'accroche de suite, un super jeune, un super gars, un très bon employé, très poli, très correct, avec tout le monde, avec moi-même, qui me confie, qui devient plus qu'un employé, mais qui devient mon frère, qui devient mon fils, tu vois, qui devient que je fais des choses pour lui que personne n'aurait fait avant, parce que c'est quelqu'un qui n'a, entre guillemets, pas de parents, qui n'a pas eu d'éducation. J'ai fait le maximum pour lui. Et il en a fait en retour aussi, attention. Je voyais plus lui que ma propre femme ou ma propre fille. Tu vois, on vivait ensemble, quoi. On était à H24 au Bungalow. Le 6 juillet 2024 à 21h30, on sort fumer la clope, comme on fait après le service. On boit une bière, machin. Qu'est-ce que t'as à faire demain? Qu'est-ce qui reste? On est bon sur les stocks. Il faut que j'aille faire des courses, pas des courses. Tout est fait, Guillaume, ne t'inquiète pas. Pas de problème. Ben, j'ai dit, ok, ben, c'est bon, ben, demain, écoute, viens à 10h, hein, c'est bon. Ça. Ok, puis moi, j'arrive le lendemain, personne. Bungalow fermé. J'essaye de l'appeler. Répond pas. J'essaye d'appeler sa femme. Répond pas. J'ouvre la bonne franquette, je commence à... Tu t'inquiètes quand même. Le service, mais je suis pas bien, lui, c'est pas de lui. Non, mais le mec avec... Il est arrivé quelque chose? Je pourrais pas le dire, mais je te le dis, avec le Covid, le mec est venu travailler. C'est un warrior à la base, ce type. Tu vois ce que je veux dire? Il m'a jamais planté quoi que ce soit. Il n'y a jamais eu aucun problème entre lui et moi. Ouais. C'est ça qui... C'est là où je te dis, il t'est arrivé quelque chose. Voilà. Sur l'avancée, tu vas comprendre que c'est ça le pire. C'est quand encore il y aurait eu un problème, un défaut, il m'aurait volé. Oui. Moi, j'aurais été incorrect avec lui ou quoi que ce soit, j'aurais pu comprendre. Mais le fait est que là, tout allait, mais plus que bien, comme depuis 7 ans. Ce mec, c'était ma meuf, quoi, tu vois. Et la confiance c'était ça. Aveugle. C'est à belle large. Mais je lui laissais la caisse, je partais faire des Coupes de France. Là. Il avait le magasin, ce mec était un warrior. Je vais même pas le dénigrer. Non. C'est le fait du choc. Moi, je suis choqué de ce qui s'est passé. Comment ça s'est passé? Parce que voilà, j'ai plus de nouvelles, toi tu le cherches de partout, le mec. Il y a une nana qui m'appelle et qui me dit, mais c'était prévu. Moi, il me l'a dit, il allait disparaître. Bon, il a fait le mec mystérieux, tu sais, le magicien. Je dis, bah. Et qu'il allait partir travailler dans un autre pays. Je dis, c'est pas possible. Oui. Oui, je l'aurais su. Bref. Oui, quand t'en as parlé, elle a dit... Je vais à la gendarmerie. J'explique le topo, je dis c'est pas normal, il y a vraiment un gros problème. Je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas et pour moi, nous on est parti dans un délire. Hein. Tu sais, pour aller à la gendarmerie. Ah ouais. On l'a flingué, il s'est flingué. Ce qui est normal au vu de la relation. Flingué sa femme, j'ai dit il est parti en caca. Tu sais pas? T'as pas de nouvelles, t'as rien. Et donc je vais à la gendarmerie, bon, j'arrive là-bas, gendarme c'est un client. Il dit écoute Guillaume, je peux pas te laisser comme ça, rentre chez toi, sois tranquille, je t'appelle. Et là il me dit les 2 téléphones, donc le sien et celui de sa femme, borne, ils sont dans la Drôme. Ah, tu commences à chercher encore plus. Qui est parti jeter un corps dans la Drôme, quoi. J'ai laissé, je sais pas combien de messages vocaux, hein, où je suis en stress, où je cache même pas, je pleure même. Hein. Oui. Et je dis, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Je suis hyper inquiet pour toi. Tiens-moi au courant, donne-moi des nouvelles. Et même la société, je m'en fous. Je parle du personnage. Tu es où? Tu fais quoi? Donne-moi des nouvelles et vite. Parce que je m'inquiète, parce qu'on s'inquiète. Et donc, je reçois un message, t'inquiète pas, je vais bien, je suis désolé, c'est pas contre toi. Je te tiens au courant, le plus vite possible. Le message de fou. Moi, je me dis, bon, bah, écoute, le lundi, il va revenir travailler. Il a pété un plomb, il y a une histoire, un problème dans sa famille, ou tu vois, ça peut arriver. Et là, non. Bon, lundi, personne. Moi, j'attends à 9h. Hein. Personne, 10h, personne, 11h, personne. Le soir, personne. J'essaye de l'appeler. Et le mardi soir, il m'appelle. Il m'appelle en visio. Oh, mais t'es où, mec? Déjà, ça me fait plaisir de te voir. Hein. T'es vivant. Ok.
Toi, tu es tout seul, tu as tué qui? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. J'ai tué personne. Et là, en fait, il m'explique. Donc, c'est là où tu tombes vraiment des nues. 7 ans de travail avec lui. Le mec te raconte que depuis début d'année 2024, avec sa femme, il cherche du travail ailleurs. Voilà. Alors, la vie américaine, canadienne, australienne. Donc, on va sur les réseaux et on cherche du travail, une maison, un appartement. Et on a trouvé quelqu'un, riche anglais, enfin un riche américain, qui a des chaînes de restaurants, qui cherche des jeunes couples pour venir travailler. Et il me dit, mais moi j'y croyais pas, on a tenté le truc, on a dit on verra si ça passe. Sauf qu'au bout de 6 mois, donc quelques temps avant qu'il se barre, il reçoit donc le contrat. La vie rêvée de tout le monde, c'est-à-dire contrat de travail, billet d'avion, carte verte. 6 mois avant. Ouais, la totale. Mais sauf que tu te dis quand même, pendant 6 mois, t'as le mec avec qui tu le vois tous les jours, tu parles avec tous les jours, de Coupe de France, des championnats. Il y a eu aucun changement en fait dans son comportement, rien de C'est ça, donc celui qui me fait tiquer que, bon déjà c'est malpropre, j'ai vécu un coup, mais c'est comme je lui ai dit à lui, tu m'as pas mis un couteau dans le dos, et tu m'as mis une balle dans la tête. Et lui il m'a dit, mais j'ai pas réussi à te le dire, jusqu'au dernier jour, j'ai pas réussi à te le dire, même ma femme me dit, mais tu lui as dit qu'on va partir? Et il me dit, non, j'y arrive pas. Et je vois tellement joyeux, on rigole, machin, puis chacun connaissait les problèmes de l'un de l'autre, chacun connaissait notre vie. J'ai failli avoir des problèmes aussi via la société, parce qu'il était encore sur la société. Il le sait très bien, c'est comme je lui ai expliqué, t'as pas fait les choses propres, mon garçon. Tu aurais fait les choses propres, tu veux partir, il n'y a pas de problème. Ta femme avait un travail. Mais mec, moi je suis un fou. On fout la peau de franquette aux États-Unis. Et c'est largement réalisable. Mais on pouvait le faire. Là, le rêve américain, tu l'aurais vraiment vécu. Parce qu'aller aux États-Unis, faut créer un truc, faut pas aller travailler pour les Américains. Eh oui. Ouais. Parce que sinon tu es mort, quoi. Carte verte, le mec demain il te dégage, c'est charter, retour en France et c'est terminé. Voilà, tu crées ton truc, c'est un peu plus différent. Si en plus il y a de l'expansion, et en plus il avait des connaissances dans ce domaine. Oui. Tu vois, et qu'il a pu acquérir avec toi. Il était largement capable d'arriver à gérer un projet de bungalow dans une street, au bord d'un carrefour, tu vois, dans une zone commerciale, gérer un truc, voilà, la bonne franquette, et puis gérer la même carte qu'en France, mais là-bas, il aurait largement pu réussir à monter ce projet-là. C'est que les choses sont faites, ils ont fait les choses mal, voilà, pas bien et pas propre surtout, quoi. Quand tu m'as planté un coup dans le dos, c'est sûr que là, ne me parle plus, ne m'adresse plus la parole, c'est terminé. T'as plus de contact avec. Là, c'est fini, c'est terminé. Après, il faut pas mettre tout le monde dans le même panier. C'est sûr qu'au début, quand t'arrives ça, il faut encaisser. Je dis à ma femme, tu prends un billet d'avion, on se casse, 3 semaines, là, boum, allez, Bretagne, loin des gens, loin du monde, je veux du calme, du silence, je veux réfléchir. Donc, comme je te disais, il y avait des projets qui étaient en cours, des rachats de restaurants, monter peut-être une chaîne aussi. Voilà, pour le moment, tout est en stand-by. J'envoie un appel au réseau, je cherche vite quelqu'un. Il y a eu un bon Dieu, et bon Dieu m'a envoyé Johanna. Johanna, merci. Et Johanna, qui est en Espagne, qui est en vacances. Mais moi, je rentre tout de suite, je suis en vacances. Tu la connaissais? Vas-y, je te laisse. Que tu connaissais avant. Elle était cliente, mais je la connaissais pas plus. Non. C'est une nana qui est super délire, quoi. Enfin, tu rigoles, c'est au top, quoi. C'est à 26 ans, elle a peur de rien, quoi. C'est on y va, on fonce et en avant, quoi. Puis elle me dit, là, aujourd'hui, j'ai autant besoin d'elle que ce qu'elle a besoin de moi. Elle a des connaissances qu'elle peut m'apporter, malgré que, parce que dans la cuisine, t'en apprends tous les jours. Oui. Et puis elle, ce qui me fait plaisir, c'est que quand elle me dit que c'est une fierté, elle a une certaine fierté à travailler avec moi. Donc ça aussi, ça donne un peu plus d'engouement. Et quand je vois que derrière, on en voit comme avant, le chiffre d'affaires n'a pas bougé. C'est sûr qu'après, elle arrive, ça fait 3 semaines qu'elle est là. En 3 semaines, je suis serein. Voilà. Tu es au courant qu'il y a un McDo qui se fait juste à côté de chez toi. Est-ce que tu es serein par rapport à ça? Plus que serein. Déjà d'une, parce que McDo, ça reste McDo. Il y a mais toi, 18 balles, 18 balles le burger et les frites. On est sur le burger de la semaine. Après, j'ai une carte où j'ai du burger qui part de 8 € jusqu'à 13 €. Voilà, menu complet, 15 €, frites, boissons. C'est un menu first de McDo. Sauf que moi, ton menu first, frérot, le poids du burger, c'est le poids de mon steak. On est sur de l'Aubrac, on est sur la sauce maison, du pain bun brioché, la belle rouge, de la frite fraîche, des sauces maison. On est sur complètement autre chose. Donc, on peut pas rivaliser. Moi, je connais quelqu'un qui un jour m'a dit, la concurrence est bonne. Quand il s'en monte un à côté de moi, j'en fais 10 de plus. Je ne vais pas chez toi comme je vais à McDo, KFC, oui.
prendre le temps de manger un bon burger. Ouais, c'est la différence, ça n'a rien à voir. C'est clair. Chaque fois du coq à l'âne, quoi. Chaque fois que je vais chez toi, je prends toujours des frites à côté. La franquette au cheddar avec le lard fumé dessus, ouais. Que je ne finis pas, parce que j'ai mangé le burger avant et que ça remplit. La gourmandise. C'est ça. Oui, mais la sauce au cheddar qui est très très bonne. Donc pour dire que le burger que j'ai pris la dernière fois chez toi, je ne l'ai pas fini, je l'ai gardé pour le soir et je disais, j'ai gardé le quart du burger, et c'était exactement la taille d'un burger chez McDo. Oui, ce que j'ai gardé pour le soir. Ouais. C'est fou. Et franchement, c'est régal. Allez-y, franchement, allez-y les yeux fermés. Pour ceux qui sont dans la région. Donc aujourd'hui, tu es vice-champion de France. Aujourd'hui, je suis vice-champion de France, donc Burger Toqué 2023. Ouais. Et je suis vice-champion sud-ouest, donc de région, Coupe de France, donc Coupe du Burger by Socopa. C'est 2 championnats en fait sur France. Donc je suis vice-champion de France chez l'un et vice-champion sud-ouest, donc régional chez l'autre. D'accord. Tu peux nous parler un petit peu de comment ça se passe, un championnat de France Le championnat, en fait, voilà, tu sais que le championnat arrive à telle date, donc tu fixes un peu les réseaux. Après, on va te donner un thème. Et toi, en fait, il va falloir que tu travailles sur ce thème. D'accord. Donc, il y a des thèmes déjà. Ouais, il y a des thèmes à respecter, en fait. Et via ce thème-là, après, tu fais ton burger, tu prends 2 photos, tu racontes l'histoire du burger, la recette détaillée, et tu envoies du coup tout ça, donc ou à Socopa ou à Toqué. Et si après tu es sélectionné, tu envoies du coup ta sélection et tu montes, du coup tu es finaliste. Et étant finaliste, après tu montes du coup sur Paris, ou là pour cette année à Lille, pour présenter ton burger et essayer, comme tout le monde veut, la première place. C'est essayer d'être champion de France, quoi. Voilà. D'accord. Tu as déjà eu des refus dans tes candidatures? Beaucoup. À savoir que moi, je fais les Coupes de France depuis que j'ai monté la Bonne Franquette, depuis 2017. Okay. Et je suis monté 4 fois à Paris. Voilà. Okay. J'ai fait 2 burgers toqués et 2 Coupes de France by Socopa. On te donne un thème, tu crées un burger via ce thème, photo, recette, histoire, tu envoies, et après, eux, ils font le choix via un panel, en fait, de multiples photos, multiples histoires. L'histoire. C'est de l'esthétique, de l'histoire, et voilà, d'avoir du goût, que ça donne envie. Le mec, il dit, ah putain, il a mis ça avec ça. Ça me donne envie de le manger, après, c'est là-haut, par contre. Il a cuit ça comme ça, machin, et après, c'est à toi d'arriver là-haut, à gérer ton stress pour pas partir un peu dans les... C'est pour ça qu'il faut quand même assez s'entraîner. Double pression pour te dire, il faut que je garde la même ligne. Mais tout est là. Après, il y a des gens qui rigolent, on dit, ah putain, championnat de France du burger, mais c'est quali, quoi. Moi, là, sur ce qui risque de se présenter, ça fait des mois que je m'entraîne et tout est calé. On est sur du dosage bien défini parce que cette année, je laisserai pas le choix. Si jamais je suis sélectionné, je laisserai pas le choix à qui que ce soit. C'est déterminé. Voilà, qu'est-ce qui te motive à te dépasser toujours? Tous la première place. Et puis moi, c'est depuis 2017. Au bout d'un moment, l'année dernière, t'étais à une marche près, tu vois. Donc super, c'est mon pote Thomas Saint-Léger. Oui. Que je salue d'ailleurs, qui a gagné la première place, avec qui on bosse un peu et tout, super cool, super gentil, qui a eu la première place. Donc cette année, voilà, moi j'étais sur la 2e marche, j'ai pas envie de rétrograder, donc si tu veux quelque chose, faut aller chercher. C'est tout. Il n'y a pas de secret. Tu vas pas arriver là-bas, claquette, chaussette, là. Non, j'arrive là-bas, moi c'est au millimètre près. Mais je sais le goût, je sais tout exactement, tout ce qu'il y a dedans, et tout ce qui peut rendre fou le jury. Est-ce que tu arrives à gérer les échecs facilement quand tu as des refus ou... Après, moi, je suis très perfectionniste aussi, donc encore si tu travailles pas, c'est pas passé, tu sais que tu n'y es pas pour rien, c'est toi qui as fait l'erreur. J'ai tellement fait d'erreurs dans ma vie qui m'ont amené à faire des fois du n'importe quoi, que j'ai appris de mes erreurs qui ont fait que, ouais, le travail paye, il n'y a pas de secret. Rien n'est impossible, tu vois. Faut pas, donc comme je te disais tout à l'heure, je suis quelqu'un qui a un manque de confiance en moi, et c'est réel. Mais et il n'y a pas si longtemps que ça, où j'ai réellement appris, à 41 ans, à me dire, si je veux quelque chose, il faut que j'aille le chercher. Mettez-vous dans un domaine et foncez, bombardez, et donnez-vous vraiment les moyens, quitte à ne pas dormir la nuit. Moi, je te cache pas que je fais le service, donc le midi, le soir, les courses, les comptables, ce qui s'est passé chez les avocats et tout. Ma vie en ce moment, elle s'est un peu cintrée, parce qu'il a fallu que je gère de finir un peu tout seul. Mais ça ne va pas m'empêcher, le soir, en rentrant, de continuer à créer
de faire des trucs pour trouver le petit truc qui va faire que je vais réussir à me démarquer. L'année dernière, je finis vice-champion de France. Cette année, je finis champion de France. Parce qu'une fois que tu es champion de France, ça t'ouvre aussi les portes vers les championnats du monde sur les États-Unis. Quand on va du coup à la Bonne Franquette, Ouais. on a aussi cette image du burger Elvis. Ouais. D'où te viennent ces idées-là pour aller aussi loin dans des détails? J'ai appris des choses que je ne connaissais pas, mais vraiment on voit en ce burger, en l'histoire que l'amour de ta passion. Même moi, je sais pas d'où ça vient. Là-haut, je te jure que c'est vrai. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est que c'est l'usine. Je dois avoir un mec qui écrit les scénarios, un mec qui publie, tu vois, et après on sonne. En tête et après voilà, c'est moi le chef, c'est moi qui dis oui ou non, tu vois. Après, t'es pas le premier à me le dire. On m'a même dit que j'étais le Joule du burger, l'ovni du burger. Qu'on l'aime pas, c'est pas le délire non plus, mais le compliment me fait quand même plaisir. Peut-être qu'il vous fera un burger Joule. Même si je suis pas très l'artiste. Mais pourquoi pas un jour peut-être te faire manger mes burgers Joule si tu m'écoutes. Pour le King, j'ai fait comme dans un film en fait. Je suis rentré dans le personnage. Voilà. Toute la bio d'Elvis Presley. J'ai regardé les maximum de reportages d'Elvis Presley. J'ai regardé ses films, sa diététique. J'ai contacté des gens passionnés d'Elvis qui me racontent un maximum de choses sur lui. Et à partir de là, j'ai écrit. J'ai passé des nuits entières à écrire tout ce qu'on m'avait apporté et sortir des petits détails de la nourriture, de ces événements passés. Et c'est pour ça qu'après, donc, tu vois, on retrouve certainement le fameux bacon de banane et le cheddar. Oui. Le crémeux cheddar au beurre de cacahuète. Qui mangeait le matin. C'est ça. Voilà, t'as donné une âme à ton burger. Hein. Voilà. Mais voilà, c'est génial. Je pense que c'est une très belle leçon parce que pour ceux qui disent que tu es perfectionniste, après, on arrive sans ring. Je ne pensais pas, pour un concours de burger, qu'on passe autant d'heures derrière et que tu écris, que tu ailles chercher vraiment tout avant de cuisiner. Il n'y a pas de hasard. On se dire, vas-y, tu vas te mettre derrière les fourneaux et puis tu vas essayer des trucs et tout. Il n'y a pas de hasard. Ça peut marcher, hein. Attention, oui. Le hasard existe. Mais moi, j'y crois pas. Tu vois. Si tu veux quelque chose, faut pas laisser le hasard au milieu. Là. Le hasard, il reste à sa maison. Garçon, tu vas te tenir sage. Moi, je sais où je vais. J'ai une ligne de conduite. J'arrive à me débrouiller comme un grand garçon. Je te dis, maintenant, tout est millimétré. Mon dernier burger, entre guillemets, j'ai pas pris de drogue, pourtant je peux. Il y en a, il me dit, mais tu t'es parti où pour faire ça? T'as fumé des trucs. Je suis entré dans des contes de fées, mais des trucs de malade. En fait, j'ai fait un pain, donc bun brioché à la truffe, avec un craquelin. Donc en fait, ça fait que le burger, qui se nomme le Black Diamond, donc le diamant noir, donc le mélanosporum, la truffe, donc ressemble à une truffe. C'est relevé avec une petite sucrine. La sucrine est travaillée à l'huile de truffe. Et sur le bœuf, on est parti sur un bœuf tartare. Donc on le croûte en fleur de sel fumée. Moi, je vais juste le snacker dans de l'huile très très chaude, qui va faire une croûte. Et il sera vraiment juste saisi en fait. Après dessus, on a mis du parmesan 30 mois d'affinage et des germes de betterave et de coriandre. Sauf qu'en fait, donc le Black Diamond, pour la petite histoire, je vais revenir après sur la recette, est un burger qui aurait donc explosé les papilles de millions de personnes à travers le monde depuis 1 million d'années. Voilà. A priori, il aurait même fait gagner donc des guerres à certains soldats et rendu des âmes beaucoup plus fortes, etc. Mais ayant travaillé et titillé un peu trop les papilles, il serait parti se retirer en fait dans une cavité sur des îles perdues. Alors, la dernière photo qu'on a de lui, elle est au bord d'une cascade sur les îles perdues. Voilà. Mais donc récemment, lors d'une expédition sur les îles perdues, ce burger aurait été volé. Voilà. Il aurait été volé parce qu'il a tellement fait parler de lui par rapport à son claquement de papilles qui aurait rappelé vos enfants, votre enfance via en fait le sucre pétillant. Tu te rappelles de ces sucettes que tu trempais dans le sucre qui te claque dans la bouche et qui te remonte jusqu'aux oreilles. C'est impressionnant. Moi, je l'ai goûté forcément. Ah oui. Certaines personnes ont goûté. Ils m'ont dit, t'es un jobard. C'est voilà. Ce burger a été volé lors d'une expédition sur les îles perdues. Mais si vous voulez la vérité, je vais vous la donner. Ce burger, c'est moi qui l'ai. Et il est dans mon grenier. Alors, compte ou réalité?
si vous voulez savoir. Venez le goûter. T'es parti où en vacances? En Bretagne, le chouchen était assez fort quand même. Mais on s'était fait bien avant la Bretagne. Et c'est vrai, j'ai toujours voulu travailler ce sucre pétillant dans un burger. J'ai dit un jour, il faudra que je le cale quelque part. Et là, ça matchait. J'ai dit, on va faire ça. On est sur le burger gourmet. Et qu'on va retrouver après. À la logique des choses, ouais. Voilà. Bah écoute, moi, ça sera mon défi. Parce que tu vois, le steak tartare, je n'aime pas ça. Le seul que je mange, c'est celui de Sawasdi. Ouais. Le reste, le tartare thaï. C'est le seul que j'arrive à manger. Mais là, ce sera mon défi, en fait, de te dire si oui ou non tu me réconcilies avec le... Parce qu'en plus, moi, le haché, du coup, je fais un haché avec du rond de Paris. C'est une pièce qui est très maigre. On est sur du 5% de matière grasse. Et c'est haché au couteau. Tu vois. Donc, voilà. On n'est pas sur de la viande de 35% de matière grasse. Ok. Tu sais, où en bouche, t'as le petit morceau de nerf, machin. Non. Ouais. On est sur du rond de Paris, une pièce assez maigre, il n'y a pas trop de gras, on doit être sur du 5%, voire peut-être même moins, et tout est haché au couteau. Quelque chose qui revient beaucoup. Alors, est-ce que c'est ce qu'il y a les gens qui sont là-haut? Mais quand tu dis est-ce qu'il y a d'autres personnes aussi derrière? Moi, je te dis on, tout simplement parce que je suis encore je suis encore dans le passé. Je suis encore dans le passé parce que il y a des gens qui sont toujours plus ou moins présentes, mais qui ne le sont plus. Donc on parlait de Thibaut. Mais à savoir que je suis pas seul. Il y a Johanna aussi qui est là. Mais c'est vrai que j'aime pas dire moi. Il y a des gens derrière, il y a des chefs derrière, il y a du monde. Ta famille. Ma famille. Il y a des gens qui viennent goûter. Il y a des gens qui viennent apporter la petite, tu vois, me dire voilà, ça va, ça va pas. Fais attention plus ou moins à ça. On arrive, on corrige et puis derrière ça marche. Tu te remets beaucoup en question quand on te dit ça va pas. Après la cuisine, t'en apprends tous les jours. Moi j'ai pas la science infuse. Je suis dans le job, ça fait quoi? Ça fait 7-8 ans. Donc je connais rien. Hein. Moi en plus je suis autodidacte. Hein. Donc moi j'apprends. Quand on me dit attention, tu devrais faire comme ça, machin, forcément en essayant, on va me montrer, je vais recréer la chose. Derrière ça marche. Ouais, forcément. Et puis moi je sais qui j'ai derrière. J'ai pas des branquignoles, quoi, tu vois. Moi les mecs qui sont derrière, je vais pas donner de nom, mais les mecs qui sont high level, voilà. Et c'est des personnes bien connues dans le département. Et on est sur des gens qui sont issus de la cuisine depuis plus de 20 ans. Et puis après, plus des clients qui viennent goûter. Et quand ils te regardent comme ça, ils te disent mais tu sors d'où, mec? Comment tu te vois dans 5-10 ans. 5-10 ans, quoi. C'est bizarre, mais tu m'aurais posé la question l'année dernière ou l'année d'avant, je t'aurais dit ouais, moi je me vois avec une chaîne de restaurants, on va créer la bonne franquette, on va faire un truc de fou. Et puis là c'est vrai que comme je disais, donc du coup avec tout ce qui m'est arrivé, machin, puis la fatigue des années où aujourd'hui je vais peut-être pas chercher la place number one pour en faire du business, tu vois, et plus pour arriver à faire aller chercher un aboutissement. Tu vois, alors je sais pas si c'est la quarantaine, tu vois, j'arrive à 41 ans. Mon rêve principal en ce moment c'est la van life, quoi, tu vois. Partir avec ma fille, avec ma femme, les week-ends, tu vois, je laisse gérer la bonne franquette, mais je suis là la semaine, tu vois. Et puis le week-end je leur laisse gérer, puis moi je pars en van life et puis faire de la vidéo, faire du contenu sur les réseaux. Tu dois voir le genre de vidéo que je parle, que tu regardes quand t'arrives pas à dormir, tu sais, le mec qui fait à bouffer au bord de la rivière avec son feu de bois. Tu vois pas sa tête, tu sais, c'est que de la SMR. Ouais. T'entends les bouts de bois. Le mec tu fait vois son feu, il sort son il sort son steak, il fait cuire sur le morceau de. Tu vois, mais moi c'est ce style-là, tu vois, que j'aimerais plus me caler là-dessus et puis vivre donc du coup cet esprit van life, être tranquille le week-end, le machin, les vacances. Et puis oui, on parlera un peu business, c'est sûr. Arriver peut-être à créer une ou deux choses de plus. Mais après, oui, être présent de temps en temps, mais vivre ma vie de mon côté aussi. Comme je te disais aussi, après, voilà, mon grand-père qui est décédé à 84 ans, ça s'est passé en une semaine. Moi, j'ai ma sœur qui a perdu récemment quelqu'un, c'est pareil, ça a été assez rapide. J'ai aussi perdu quelqu'un il y a quelques années en arrière, ça a été aussi brutal, un très très bon ami à moi. On n'est que des pions en fait, hein. On est tous nés pour la même chose. Donc si tu vis pas maintenant, tu vivras jamais. Et moi, on m'enterrera pas avec mon pognon, tu vois. Ma fille, elle a déjà ce qu'il faut, et puis on a mis toutes les assurances vie dessus, donc elle aura pas besoin de moi, elle a besoin de moi physiquement, elle a besoin de créer des souvenirs avec son papa, et sa maman, et son frère, et son chien dans le van, tu vois, elle a la pêche,
j'ai plus envie d'apporter ça que de me dire je vais jouer avec mon titre et que tout ce que j'ai pu créer de mon côté, ça soit en gérance et avec des tenanciers ou des tenancières comme Johanna, des nanas où je sais qu'ils méritent et qui peuvent arriver à amener en fait l'aboutissement de la bonne franquette À perdurer. là où ça doit aller quoi en fait, sans se dire tu sais les jeunes d'aujourd'hui ben ouais mais ouais j'ai les anges à 18h, moi je peux pas être là, tu vois. T'as un truc avec les anges, toi. Je déteste ça. J'ai horreur de ça. Ma fille, j'ai interdit de regarder ces conneries. Non, mais c'est des trucs d'hystérique. Là, l'autre, tu payes un téléphone à 2000 balles, elle le casse par terre parce que l'autre, il n'y a pas dit bonjour le matin. Oh, ça m'énerve. C'est comme le rap d'aujourd'hui, les trucs, tu sais, on peut. En même temps, je vieillis, on te dit, il faut que tu vives avec ton temps. Ouais, mais tout, mais sauf les anges et les Marseillais, là. Koh-Lanta, ça va? Koh-Lanta, ça va. Un jour, on t'invite dans une émission comme ça, Ah, je rigole, moi. Tu le ferais? Ouais. Ah, invite-moi. Ah ouais? Ah, je te jure, invite-moi. Ah ouais, mais je te dis pareil, même ma femme, elle serait là, elle te dirait, mais il est fou, il va partout. Et moi, j'adore ce genre de défi. Partir là où je sais que je vais peut-être me sentir mal à l'aise, mais au final. Sortir de ta zone de Ouais, confort. mais au final, c'est tout le monde, c'est les autres qui vont se sentir mal à l'aise, tu vois. Qu'est-ce que tu retiens comme leçon de vie? Tu nous l'as dit un petit peu, nous l'expliquant que maintenant, voilà, c'est prendre du temps pour soi et pour les autres. Ouais, enfin, je pense qu'il faut savoir prendre du temps pour, déjà soi. Déjà, faut être égoïste. C'est moi, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai passé pareil, j'étais un peu au bord du précipice, j'avais la mort qui était derrière moi, hein. Je me suis un peu emporté, tu as la tête dans le guidon, les compétitions, ça bouffe à foison, ça picole, tu fais plus attention à ton hygiène de vie, et puis tu montes vite, moi je monte à 175 kilos, tu vois. Problème cardiaque, d'autres problèmes, diabète, cholestérol, etc., etc. Là, tu te retournes un jour, et puis fais attention, parce que t'as des projets, mais il n'y a pas que les projets non plus, tu vois. Et au final, heureusement que j'ai pas attendu que les projets. Mais voilà, j'ai ma famille, j'ai les gens les gens que j'aime, les gens qui m'aiment. J'ai ma fille, c'est l'acteur principal de ma vie aujourd'hui, et j'ai des choses à faire encore à 41 ans, tu vois. Comme on dit, on revit à 40 ans. Donc après là, tu te remets en question et tu fais les choses qui font pour perdre du poids, pour machin, pour te recentrer. Donc j'ai réussi plus ou moins déjà à récupérer ma vie. Et comme je dis, je suis un chat. C'est pas la première fois que ça m'arrive de récupérer ta vie sur d'autres points dont je tairais. Comme je dis, j'étais un peu un vagabond, moi, à l'époque. J'étais un peu rebelle, l'adolescence un peu aigrie, un peu machin. Donc, je pense que à 41 ans, j'ai trouvé une maturité, tu vois, où je suis quelqu'un de stable. T'es à ta place. Un super papa. J'ai trouvé ma place. J'ai trouvé ma passion. J'ai trouvé ce que j'aime, mon envie, mes idées. Et je me suis surtout, moi, retrouvé avec moi-même. C'est pour ça que je te dis, il faut savoir être égoïste. Avoir des projets, c'est bien. Mais voilà, faut savoir vivre avec son temps et profiter de soi et des gens qu'on aime. Ça, c'est la base, c'est le principal, quoi. Comme je disais récemment à mes parents, quand j'étais dans mes années rebelles, je leur disais, ouais, manière, vous n'avez pas d'amis. Hein. Et puis, ma mère, elle m'a dit, mais tu sais, un jour, tu te retourneras et tu te rendras compte que les amis, on les compte sur les doigts d'une seule main. Tu sais quoi, moi, mes amis, je les compte sur un doigt. Pas compliqué. J'ai ma famille, j'ai ma femme, j'ai mes enfants, c'est mon équipe, et j'ai mon ami. J'ai mon ami, j'ai mon frère de sang, mon frère pas de sang, et tous les soirs on s'appelle. C'est pareil, c'est ma meuf. Je suis parrain de ses enfants, c'est le parrain de ma fille. Mais tu vois, on est soudés. Et je rejoins dans ce que je te disais tout à l'heure quand je disais à ma mère que j'étais gamin, ouais, vous n'avez pas d'amis. Ça sert à rien d'avoir 50 millions d'amis qui sont là pour essayer de grappiller le moindre petit truc, tu sais, ou la jalousie. Et aujourd'hui, comme je dis, il y a beaucoup de gens malhonnêtes, malaisants, mal intentionnés, Oui, qui profitent. et qui profitent. T'as des gens sincères aussi, je crache pas dessus, mais voilà. Aujourd'hui, les gens sincères, je préfère les garder en tant que copains, contacts, machin. Mais moi, aujourd'hui, j'ai mon cercle et je ferai plus rentrer qui que ce soit dedans. C'est terminé. J'ai un aboutissement à venir. J'espère que ça va venir. À partir de là, un business de business, la tenue sans gérance, je suis là, attention, que je serai toujours là. Et moi, partir dans mon coin, faire ma vie, ma canne à pêche, ma fille, ma femme, mes vidéos. Terminé. On s'est un peu retrouvé dans ces paroles. Beaucoup. T'arrives à un âge où, ouais, c'est terminé, quoi. C'est fini. On rigole plus, on joue plus, là. C'est comme quand tu vas en soirée à 40 ans, quoi. Tu joues plus non plus, quoi. Faut pas faire le fou parce que tu mets une semaine. Tu mets une semaine, un mois à t'en remettre. À l'époque, tu faisais le before, la soirée, l'after, le sur-after. Et le lundi, t'allais au boulot, t'étais tout pimpant. C'est fini, là. Voilà.
Oui, oui. Et des fois, on n'assume plus. Ça va, t'es loin, toi. T'es loin. On va y revenir sur ça. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à un jeune euh, qui veut se lancer par passion? Moi, je me suis lancé, j'avais 32 ans, hein. J'étais pas si jeune que ça, hein. Et j'étais papa à 32 ans aussi, hein. Déjà, la base principale, c'est pour moi, si n'importe quel endroit, si vous êtes pas bien, partez, quoi. Commencez pas à me dire, ouais, mais tu comprends, j'ai un salaire, bon, j'ai un véhicule de fonction. Non, non, dégage. Si le matin, tu vas travailler en marche arrière, que le soir tu rentres et que tu vas dire à ta femme, ah putain, mon patron il m'a fait chier là, mon collègue je le supporte plus, oh puis le boulot il m'a saoulé, j'en ai marre. Et que tu commences déjà à chercher une reconversion professionnelle, il est temps de partir et vite, 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 vite. Moi je me lève le matin, j'ai pas l'impression d'aller travailler, moi je mène ma vie, et si j'aboutis sur le projet futur, c'est le rêve quoi. Essaye de voir un petit peu ce que tu recherches, faire une enquête de proximité, voir si c'est la possibilité de marcher, pas marcher, s'il y a de la concurrence, pas de la concurrence. Attention, la concurrence est très bonne aussi, hein. Faut pas se dire, ouais, mais il y a un mec déjà, il fait ça, je peux pas faire ça. Non, non, ça arrive à se projeter, se dire, voilà, euh, c'est peut-être même chercher, mais comme je dis, une passion. Quelqu'un qui est passionné par le football, par le cheval, tu peux arriver à trouver quelque chose qui va tirer, qui va te rapporter du fric, euh, pour te dire, ben, je travaille dans ma passion, donc je suis rémunéré pour ça et je peux en vivre. Et s'il te dit j'ai peur que ça ne marche pas? Non, faut pas avoir peur. C'est pas grave. Faut se casser la gueule, hein. Aujourd'hui, si tu te casses pas la gueule, c'est ça le problème des jeunes d'aujourd'hui, surtout sur la jeunesse. Tombe une bonne fois pour toutes et tu apprendras de tes erreurs. Il faut échouer, hein. Moi, j'ai échoué je sais pas combien de fois. Il faut se casser la gueule pour comprendre que ben, tu as mal fait les choses et que tu vas recommencer et que tu vas faire ci ou que tu vas faire ça, mais que par contre, tu referas pas les mêmes erreurs qu'avant. C'est maintenant ou jamais. Surtout selon l'âge de la personne. Parce que si jamais il y a des crédits à faire en banque derrière, on va pas t'accepter à un certain âge aussi. Enfin, C'est ce que j'allais en venir. Tu as eu ta fille ouais. Et tu as commencé, du coup, tu t'es lancé à la vente franquette en même temps en soi. C'est ça. Et il n'y avait pas cette peur aussi, se dire, bon, maintenant j'ai une famille qui se construit. Est-ce que il n'y avait pas cette peur-là de, est-ce que ça va marcher? Moi, j'étais quand même assez décidé, hein, sur le truc et puis ça s'est vu assez rapidement que ça allait fonctionner. Ok. Puis après, le bungalow, bon, après je te dis, entre-temps, on avait des projets de s'expanser un peu plus. Ça fait 2 fois qu'on reste des projets, mais bon, là, cette fois-ci un peu plus. C'est pas un échec en soi, c'est reculer pour mieux sauter, hein, c'est tout. Hein. Il y a eu assez de moments où tu es perdu, où tu te demandes si tu vas continuer, si ça va avancer, le pourquoi du comment, et tu prends une claque, 2 claques, 3 claques, et tu te relèves, et tu continues, et tu avances, et tu continues. Et, c'est comme dès le départ, toutes les années, j'ai mon chiffre d'affaires qui augmente petit à petit, petit à petit. Et il y a jamais eu de faille, on n'est jamais descendu. Donc tout est pour tout. Tu vois, c'est vrai, quand tu te dis, ouais, mais au final, bah, j'ai rien, je suis pas propriétaire, j'ai pas une grosse bagnole, tu vois, on dit, ouais, putain, tu fais burger et tout, ouais. Toi, tu dois te gaver, toi. Ouais, ok. Oui. Je roule en camion frigo, il a 300 000 km. Par rapport à tes burgers de la semaine, t'as jamais été à court d'idées? T'as toujours... Non, non, parce que ça vient. Même quand, bah, je te dis, quand Thibaut est parti, machin, mais moi, je me suis dit, putain, mais je vais tout perdre, tu sais. Ouais, Il y a cette peur. ouais, ben non. Ben non, en fait, non, tu vois. Ça, c'est inné, ça, en fait, je sais pas. Comme je te dis, on est dans le bureau, là-haut. Ouais, voilà. Comme le burger de la semaine prochaine, d'ailleurs. C'est pas mal aussi, hein. Voilà. On va regarder Oui. regarder sur Instagram. Ouais, ça marche. Bon, en tout cas, merci Ouais, ben avec plaisir. d'avoir accepté de venir. On est content déjà de voir qui se cache derrière la bonne franquette, Voilà, c'est de moi. voir qui se cache derrière Guillaume, parce qu'on Ouais. connaît Derrière Guillaume, le mais on ne burger. connaît pas forcément voilà, sa vie. Ouais. Donc, voilà. Moi, je suis contente de te connaître un petit peu plus en détail. Bravo pour ce que tu as accompli. Ouais, mais là, je croise les doigts pour cette année. Voilà, on croise les doigts pour que tu Ah oui, sois on pris. sera là pour te soutenir. Quand tu viens à ta dernière question par rapport aux jeunes et tout, même si cette année ça matche pas avec les championnats de France, c'est pas grave, tu vois, c'est pas grave. J'ai d'autres projets, mais par contre l'année prochaine je me représenterai, ça c'est clair. Détermination. Ah ouais, non, c'est sûr, je serai champion de France, quoi qu'il en soit. C'est beau ça. Quoi Ouais. qu'il en soit. C'est beau. Voilà. Dire sa phrase de feu. Vous pouvez suivre Guillaume sur les réseaux sociaux et découvrir la bonne franquette qui se trouve à Caveyrac dans le Gard. On vous mettra bien évidemment tous les liens dans la description. Si vous êtes dans la région, je vous invite à aller découvrir ces burgers incroyables
et pourquoi pas aller le rencontrer lors de ses prochains championnats de France. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne de Joico Events pour nous soutenir et soutenir aussi les personnes qui acceptent de venir ici avec nous lors de ces interviews. Et qui sait, la prochaine pourra bien être la vôtre. On vous dit à bientôt. Bye bye.